au départ, cette formulation, il n'y avait pas de point d'interrogation. Elle faisait sens par rapport au renouveau que je voulais, moi, pour l'agence. En effet, l'agence vient de fêter ses 10 ans dans un contexte un peu particulier. On voulait au départ une dynamique pour se réinventer, donc c'était ça, c'était juste avant, et aller de l'avant. Donc on voulait se réinventer comme font beaucoup d'agences à l'occasion d'un passage, une décennie. Notre ambition aujourd'hui, c'est d'être l'agence qui incarne la fusion de deux cultures, de deux métiers, le social media et la publicité. Cela reflète aussi nos deux personnalités. Donc, effectivement, vous allez découvrir à l'écran deux personnalités que vous allez découvrir pendant ce webinaire. Mais ça, vous aurez l'occasion de constater nos deux points de vue complémentaires avec Laurent. On a chez Conceptory une culture de l'hybride, une culture de la co-création. On y croit depuis le départ et elle est déjà présente même dans le nom de Conceptory parce que effectivement Conceptory, ça vient de concept et story et on a toujours aimé la fusion des genres. Et en effet, mon cher confrère Laurent a rejoint mon aventure dans l'agence, donc je suis ravi qu'il nous ait rejoint. C'est la première fois qu'on prend la parole de manière officielle ensemble et l'idée c'est d'écrire une nouvelle page de cette belle histoire. C'est pas comme ça qu'on avait prévu très sincèrement Tanguy de fêter notre anniversaire et je pense à tous les gens très sincèrement qui ont eu des anniversaires en mars ou avril. À titre personnel, j'imagine que c'était pas évident, mais là on a notre anniversaire des 10 ans et il faut bien aller de l'avant. Donc effectivement, euh, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est bien évidemment à cause du contexte de crise. Et il a fallu, là, par contre, mettre un vrai point d'interrogation derrière. Et c'est vrai que ce n'était pas prévu. Donc, qu'est-ce qu'on fait en avant l'après? C'est un contexte qui nous oblige à réfléchir et à agir en même temps. Et il faut essayer des choses. Vous l'avez dit, on n'a pas le temps. Il faut y aller. Et on a le droit de douter et vivre le doute. Et l'incertitude, je pense, en ce moment, c'est peut-être la seule chose dont on est certain. On va sans aucun doute être marqué par ce choc et par ce confinement, je le crois. Et on doit essayer, encore une fois, de réfléchir pour que le marketing ne nous serve pas une nouvelle lettre pour incarner la future génération. Vous savez, on parle de la génération Z. On s'est peut-être demandé, en tout cas moi je me suis demandé après Z, X, Y, Z, après Z, il y a quoi? Si on fait tout ça pour simplement revenir à la génération 1, c'est qu'à mon avis, on aura franchement raté quelque chose. Du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que c'est important de planter le décor. Je vais vous mettre un schéma et après, on va être focus sur nos métiers. Mais je pense que c'est important de voir un peu là où on en est. Là, vous voyez sur votre écran, c'est la crise de 2008. À la crise de 2008, on avait un PIB de moins de 2% et ça a donné une évolution pour les médias de moins 8%, ce qui était déjà une crise qui a marqué quand même pas mal les esprits. Mais je ne suis pas certain que les gens ils ont bien compris l'iceberg qui nous attend. Et c'est pour ça qu'on a aussi provoqué ce webinaire et qu'on s'est mis une petite pression collective. La Banque de France anticipe, et le gouvernement l'a aussi fait remarquer dernièrement, vous l'avez lu, une chute qui a été revue, là, vous l'avez lu dernièrement, de 8 à 9% du PIB. Donc, rappelez-vous, en 2008, on avait une chute de 2% du PIB, ce qui a donné une perte de 8% pour l'évolution des médias. Là, on attend une chute de 8 à 9% du PIB. Et d'ailleurs, dans un entretien que j'ai lu, moi, dans le journal du dimanche, le gouverneur de l'institution rappelle que cette crise, elle est totalement inédite dans sa nature et c'est la plus violente de l'histoire de l'humanité. D'ailleurs, CB News, et je fais une dédicace, je reprends un peu un article que j'ai lu dans CB News la semaine dernière. Il y avait un article sur l'économie française qui était comme un organisme placé sous anesthésie qui n'assure plus que ses fonctions vitales. C'est ce qu'ont constaté l'INSEE. C'est vrai que le climat des affaires
pour le mois d'avril, donc c'est un indicateur synthétique calculé par l'INSEE, à partir des réponses des chefs d'entreprise sur leur activité, il a plongé à son plus bas historique, nettement en dessous de son précédent niveau plancher. Pour rappel, la crise dont je parlais, il y a une bonne décennie, la crise financière. Dernier exemple que je donne, parce que je crois qu'il a marqué beaucoup de monde, et c'est un article qui a voyagé à travers le monde, à la demande, à la base de revues internationales et de politique internationale, début avril, on a eu un grand retour assez dense, assez étayé. On a eu une synthèse de Dominique Strauss-Kahn, qui a été repris par exemple par Slate ou par Le Figaro. Et il livre une analyse des conséquences économiques et politiques de la crise provoquée par le Covid qu'on est en train de vivre. Donc le rapport, il s'appelait L'être, l'avoir et le pouvoir dans la crise. Et moi, je retiens une chose, même si je vous invite tous à le lire, parce que vraiment, il est enrichi cet article, c'est l'agilité. Et franchement, mondialement, on en a beaucoup manqué. Lisez cet article, vous comprendrez plus en détail de quoi il s'agit. Je vais conclure par à chaque fois une interlude. Et là, je vous projette ma première interlude, qui est transmutation. Vous savez qu'on aime les mots hybrides, on l'a vu en introduction pour Conceptory, donc concept et story. Et là, on a voulu mélanger deux mots, donc la transmutation, donc c'est la transmutation de la matière, ça désigne la transformation d'une substance en une autre. Et à la fois, on voulait marquer l'idée d'action pour se transformer. Parce que vous l'avez dit, Tanguy, on n'a pas le choix. La transmutation, je pense que c'est un impératif. C'est inscrit dans l'ADN de notre profession, de manière collective, agence et annonceurs, et c'est une obligation plus que jamais d'évoluer. Voilà. Je Je vous comprends bien. repasse la parole. Merci beaucoup, Michael. Donc, on comprend bien effectivement les enjeux et le pourquoi de cette question, mais quelle interprétation finalement on peut faire aujourd'hui la situation de crise qu'on vit? Est-ce que véritablement il y a eu pour le marché publicitaire et plus largement l'économie, il y a vraiment eu un avant et il y aura véritablement un après la crise? Ou est-ce qu'on n'est pas en train finalement de vivre une sorte d'accélération de l'histoire? Bonjour à tous. Alors, en fait, tout d'abord, on n'a évidemment pas la prétention d'être des gourous, des donneurs de leçons. On essaye de garder un peu de lucidité. Et là, cette image que je projette est un truc que j'ai trouvé dans une conférence. J'ai trouvé ça formidable. Ça dit en gros, les cours de prophétie ont été annulés pour des circonstances pas prévues. Donc, c'est un petit peu la façon pour nous de dire que oui, effectivement, on s'est posé un certain nombre de questions. On n'a pas les réponses, évidemment, à toutes ces interrogations. On n'est pas des devins. Néanmoins, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on observe le marché de la communication et de la publicité. Pour ma part, ça fait, je peux le dire, plus de 30 ans. Ça fait vieux. Et du coup, moi, pendant ces longues années, j'ai eu l'occasion de vivre plusieurs crises. Il y a eu trois crises majeures jusqu'à présent, en tout cas dans ma carrière. Il y a d'abord, la première, ça a été la crise de la loi Sapin en 1993. La deuxième, c'était la bulle Internet de 2001. Et puis évidemment, la crise financière qu'évoquait tout à l'heure Michael. Et ce qui est frappant à chaque fois dans ces crises, c'est qu'en fait, elles ont été le révélateur d'un déséquilibre ou d'un déficit dans la création de valeur du marketing et des agences. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ces crises, elles ont fait naître une prise de conscience que finalement, le métier ne faisait pas exactement ce qu'il devait faire. En 93, parce que les rémunérations opaques gonflaient les coûts marketing des annonceurs, il y avait une pratique, comme vous le savez peut-être, avant la loi Sapin, de surcommission qui faisait que finalement, les annonceurs surpayaient des prestations. Et donc ça, à un moment donné, ça a pété et ça a été très 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 violent pour les agences et pour le monde de la com. En 2001, parce que on y était, hein, en l'occurrence, et j'ai vu quelques personnes qui participent à la conférence qui faisaient partie de cette aventure avec moi. On y était en 2001, on a annonceurs et agences se sont jetés à corps perdu dans la bulle Internet et finalement sans forcément suffisamment réfléchir ou en tout cas sans prendre suffisamment de recul. Et quand cette bulle a explosé, alors bien évidemment elle n'a pas explosé du fait de la communication, mais la communication l'a pris de plein fouet, c'était d'une extrême violence également. Et puis en 2008, je pense que c'est la crise la plus emblématique. En fait, le marketing ayant été jugé par des boards, des comités de direction comme non stratégique, et puis avec une incapacité à démontrer un impact stratégique sur les affaires, et ben c'est un des premiers trucs qu'on a coupé.
Et ça, c'est caractéristique d'un métier qui va pas forcément, en tout cas qui est plus à la place qu'il devrait avoir, puisqu'on n'a pas coupé les lignes de logistique, on n'a pas coupé les lignes de production, on n'a pas coupé les lignes de R&D. Par contre, le marketing et la communication a été frappé, comme on l'a vu tout à l'heure, dans le décalage entre les investissements publicitaires et la baisse du PIB. Et c'est quand même à prendre en compte. Donc encore une fois, si on revient à la crise d'aujourd'hui, on ne l'avait pas évidemment prévu. Qui aurait pu prévoir cette crise sanitaire? Par contre, nous, on avait déjà, et c'était un petit peu l'objet de notre prise de parole qu'on souhaitait faire, c'était on avait déjà identifié des déficits d'impact de notre profession. Et en fait, le monde d'après ou le monde d'avant, enfin, on revient toujours à cette question, pour nous, il était déjà largement en marche. Hein, enfin, le monde d'après était déjà là, en fait. Simplement, il n'était pas suffisamment appréhendé par les communicants. Alors, quand je parle de communicants, je m'empresse de dire, je mets dans le même sac agence et annonceurs parce que je pense qu'on a une responsabilité collective. Et alors, il peut y avoir effectivement des fois des choses qui peuvent s'expliquer par des comportements ou des façons d'être des agences ou des annonceurs, mais globalement, on a une responsabilité commune dans ce déficit. Et en l'occurrence, donc ce monde n'était pas suffisamment appréhendé. Alors pas dans le discours, hein, puisqu'encore une fois, les agences et le monde de la com aime bien se dire qu'il a une vision d'avance, qu'il comprend le monde. Alors ça, c'est vrai que dans le discours, on disait tous, oui, le monde a changé, et donc on doit changer nos pratiques. Mais en vérité, dans les pratiques, il ne se passait rien. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait beaucoup de temps que je travaille dans cet univers, et moi, depuis le temps, je n'ai pas vu beaucoup changer la nature des briefs. Je les ai même vus se dégrader en qualité, en l'occurrence. On nous demandait toujours de faire plus de choses avec des budgets de plus en plus contraints, avec des attentes de résultats plus en plus forts, et en même temps dans un contexte qui n'a plus rien à voir. Enfin, comment peut-on comparer les années d'aujourd'hui et celles d'hier? Et en fait, ça c'est ce que vous allez découvrir, c'est ce que moi j'appelle le syndrome de l'orchestre du Titanic. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, enfin, vous connaissez l'histoire, donc le Titanic s'est pris un iceberg, et puis on a en gros obligé les musiciens de l'orchestre à continuer à jouer alors que le bateau était déjà en train de couler. Et en fait, c'est le sentiment le plus juste que j'ai trouvé pour exprimer la frustration qu'on pouvait ressentir en agence sur certaines sollicitations et sur certains échanges avec nos clients. Parce qu'en gros, demander de faire toujours la même chose alors qu'on sait que ça ne fonctionne plus, alors qu'on sait que le monde a changé, c'est très compliqué. C'est vraiment quasiment absurde. Et en l'occurrence, on a une responsabilité commune, aussi bien du côté des annonceurs que des agences. Côté annonceur, de ne pas forcément suffisamment donner de moyens ou ne pas suffisamment essayer de changer les pratiques. On a toujours fait comme ça. Et côté agence, finalement, d'essayer en tout cas d'avoir une certaine velléité à changer les choses, mais en même temps, finalement, ne pas vouloir obliger les gens à être libres. C'est-à-dire accepter finalement les compromis qui font que notre métier, au fil de l'eau, a perdu de sa valeur. D'accord, alors, on a bien compris le message. En fait, vous estimez que là, vous pointez du doigt un certain nombre de comportements qui ont desservi les acteurs du marché, annonceurs, agences médias, etc. Mais est-ce que vous pouvez être un peu plus précis peut-être sur justement les dérives que vous avez pu constater et qui nuisent actuellement à la valorisation des actions du marché? Oui, bien sûr. En fait, on peut dire qu'il y a deux choses. Il y a une première chose, enfin, pour résumer la pensée, je pense qu'on est au point le plus bas aujourd'hui de la courbe d'impact du marketing et de la communication, aussi bien pour les entreprises que pour les consommateurs. C'est-à-dire que jamais le marketing ou la com n'ont eu aussi peu d'impact, en tout cas dans sa forme traditionnelle, et on va voir qu'il y a des nouvelles formes, heureusement, parce qu'on est quand même là pour donner un message d'espoir et en tout cas essayer de se bouger positivement. Jamais on a été aussi inefficace dans nos dispositifs. Alors, on l'est d'abord financièrement, parce que l'impact sur les PNL des dispositifs marketing n'est toujours pas au rendez-vous de la démonstration, avec du ROI, avec des KPIs qui sont atteignables. Et il y a un truc qui me choque, moi, fondamentalement, moi qui travaille pas mal aussi pour le monde des startups, c'est que le raisonnement de modèle économique est complètement absent des réflexions marketing. Vraiment complètement. C'est rarissime qu'on raisonne, que ce soit sur une opération, sur un dispositif ou même sur une réflexion d'innovation marketing, sur des questions de modèle économique. Et ce qui est frappant quand on travaille avec les startups, c'est qu'elles font exactement l'inverse. Elles passent par l'usage,
de l'usage, elle développe un modèle économique, et de cette combinaison des deux, une communication presque naturelle s'installe. Et ça, pour le coup, le marketing l'a complètement oublié. Et il y a un deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est que l'innovation a complètement changé de lieu d'expression dans l'entreprise. Avant, l'innovation, elle était très souvent marketing. On inventait des nouvelles modalités produits. Et en vérité, cette innovation a complètement changé de camp. Aujourd'hui, c'est l'innovation, elle se fait en technologie. Les services IT sont devenus les enjeux d'innovation majeurs pour les entreprises. Et il y a même aussi des départements financiers qui peuvent être très, très innovants via des nouveaux modèles économiques, via de la création et de la répartition de valeurs nouvelles. Enfin, il se passe beaucoup de choses ailleurs que dans le marketing. Et le marketing est resté un petit peu pétrifié ou un petit peu trop sûr de lui, un tout petit peu arrogant sur le fait que voilà, on fait du marketing, on a des idées, mais en fait non, les idées elles sont partout dans l'entreprise. Et pour le coup, le marketing n'a pas rattrapé et comblé son retard sur la partie business et sur la partie économique. Et en l'occurrence, bon, moi j'ai pas mal travaillé pour la grande conso. On sait bien que dans la grande conso, les innovations marketing, enfin 95% des fois, elles vont pas passer l'année. Donc on lance des trucs, finalement ça coûte de l'argent, c'est pas très efficient. Voilà. Donc ça si je peux caractériser ce qui me paraît être une dérive ou un mauvais comportement collectif du marché, c'est ça. Et en l'occurrence, il y a un deuxième truc qui est encore plus frappant, c'est qu'il s'est passé deux, trois trucs depuis 15 ans quand même. Le monde a changé, on a une double révolution digitale qui a bouleversé les comportements, les attentes des consommateurs, la manière dont on doit les convaincre, tout ça a complètement explosé. La première, je vais essayer d'être un peu synthétique, mais la première révolution digitale, c'est la technologie, c'est l'arrivée de nouveaux outils et ensuite une mise en pratique ubérisante de ces outils. Typiquement, Google invente Google Maps et Uber fait un service de taxi disruptif. Donc ça, c'est la première. Et ça génère des choses très importantes parce que chez les consommateurs, ça change tout. Ça veut dire que maintenant, je veux tout de suite, je veux une continuité d'expérience, je veux de l'instantanéité, je veux de la personnalisation. Ça change tout. Une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus revenir en arrière. Et les industries traditionnelles, elles n'ont pas suffisamment pris en compte cette chose-là. Ça, c'est la première révolution digitale. La deuxième révolution digitale, on va en parler un peu plus précisément, c'est celle des réseaux sociaux qui ont complètement redéfini les mécanismes de création d'opinion et de propagation de cette opinion. Là, pareil, on n'en a pas suffisamment tenu compte. C'est assez remarquable. Euh, là, je vous montre un bouquin que je conseille à tout le monde de lire, qui est une chose assez simple en fait. Hein. En gros, c'est un livre qui explique aujourd'hui, on est rentré dans le monde de la parfaite information, de la valeur des biens ou des services qu'on propose aux consommateurs. En quelques minutes, en quelques clics, on peut tous aujourd'hui connaître très précisément la valeur de ce qu'on s'apprête à acheter. On a tous fait l'expérience d'aller sur Amazon, de s'intéresser à... Alors moi, en l'occurrence, je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Hein, je me suis acheté une couette. Ben, en 15 minutes, je suis devenu un spécialiste de la couette. J'ai compris quels étaient les 4 critères discriminants en termes de grammage, de type de plume, etc. J'ai trouvé des avis sur Amazon. J'ai été vérifié auprès de 2-3 sites éditoriaux ou d'influenceurs que je faisais le bon choix. Ça m'a pris 17 minutes d'acheter ma couette. Et là-dedans, il n'y a pas une seule fois l'intervention de la marque. Et ça, c'est quand même. Enfin, ça, c'est pas moi qui l'invente, on le vit tous, ça. Et là-dedans, il n'y a pas de marketing. Il n'y a pas de marketing. Il y a un truc, il y a du marketing, mais du marketing indirect. Et en gros, si je devais résumer la pensée, l'idée, c'est qu'on doit réfléchir en usage socialisé. Et l'usage socialisé, c'est du marketing. C'est pas simplement de la partie média. C'est-à-dire que dès le départ de la réflexion sur son produit ou sur sa campagne, on doit essayer d'avoir une approche servicielle, on doit essayer de mettre de l'usage et de la socialisation de l'usage dans son dispositif. Et pour résumer un petit peu cette pensée avec, encore une fois, une petite phrase, on doit réussir à concilier le call to action et le claim to action. En vérité, c'est quasiment aussi important aujourd'hui que les gens passent à l'acte, mais qu'ils déclarent leur acte. Et ça, c'est vraiment très nouveau. Et du coup, de cette réflexion, nous, on a essayé de tirer trois. Alors, c'est toujours un petit peu marketé, donc on essaie de faire attention, mais on a tiré trois enseignements qu'on essaie de mettre euh, en pratique. Et ces trois enseignements sont les suivants. Pour nous, l'expérience, c'est le nouveau positionnement. C'est l'expérience aujourd'hui, si on suit la démonstration que je viens de faire sur l'usage socialisé, l'expérience va faire une énorme partie du positionnement et c'est pas simplement une expression publicitaire traditionnelle qui va faire le job. Le deuxième point de vue important, c'est que le partage de l'usage est la nouvelle notoriété. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, hein, c'est encore une fois, et on ne peut pas dire que
on va construire de la notoriété qu'avec ça, mais il faut avoir en tête que le partage de l'usage est un facteur de notoriété efficient économiquement et très convaincant parce que, encore une fois, on partage entre soi et entre soi, c'est plus convaincant que émis par une marque. Et le troisième point, c'est la communauté et le nouveau média. Et vous voyez qu'on a essayé d'articuler des terminologies du monde d'avant et celles du monde d'après, communauté, média, expérience, positionnement. Euh, Partage de l'usage, notoriété, tout ça, ce sont des facteurs qu'on doit intégrer. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on disqualifie tout ce qui se faisait avant. On dit juste que tout ça doit évoluer et doit aller dans un sens nouveau. Très bien. Alors, ce qui est intéressant avec votre agence, c'est que, par exemple, justement, vous avez un client pour lequel vous agissez depuis quelques années et qui a réussi, lui, à finalement mettre parfaitement en symbiose son ADN, pardon, qui est totalement basé sur le bio et la nature, avec les nouvelles exigences imposées par les consommateurs et cette quête du good qui est revendiquée par beaucoup de monde, ainsi que ce désir, effectivement, de vivre un maximum une nouvelle expérience de la marque. Et ce client, Michael, vous allez pouvoir nous en dire 2 mots, c'est Nocciolata. Effectivement, en montant ce webinaire, il fallait trouver un exemple, vous l'avez dit. Donc déjà, je vous mets à l'écran pour ceux qui ne connaissent pas, puisque c'est quand même le deuxième de sa catégorie. Il a fait une grande percée en France depuis 2-3 ans. C'est un cas très, très, très intéressant et je vais démarrer par ce visuel. Voilà, c'est important. Là, vous découvrez donc le visuel que vous avez devant vous. D'un côté, on a le fameux visuel du leader de la catégorie. Je ne donnerai pas le nom, mais je pense que tout le monde sait de qui je parle. Il s'est fait pas mal attaquer sur le web, sur sa composition. Et de l'autre côté, vous avez un post social media qui a été pas mal, qui a eu beaucoup de succès, qui a eu une belle portée. Donc, c'est la composition de Nocciolata. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant que je rentre dans ce qu'on a fait pour eux dans notre métier, nous, marketing com, je pense que c'est important de rappeler l'histoire. Concept story, il faut que je vous raconte quand même l'histoire de la marque, parce qu'on a fait notre bonhomme de chemin, mais effectivement, c'est main dans la main. On a eu la chance d'avoir une marque qui, a déjà à l'origine, c'est une superbe histoire. Donc, l'histoire de Rigoni, elle est simple. Elle parle de passion, d'amour pour la nature. Et on a été à Asiago, là où la marque est née. Et elle a un lien profond avec ses origines, cette marque. Et on a découvert une famille assez extraordinaire, la famille Rigoni. L'entreprise, elle a choisi depuis le départ, donc en 1923, de travailler exclusivement, dès le départ, avec des matières premières biologiques de haute qualité pour offrir des bons produits pour les hommes sans compromettre du tout l'environnement. Et au fil du temps, Rigoni a complété sa traditionnelle production. Donc, au tout début, en 1923, c'est la grand-mère, c'était du miel juste après la guerre. Puis après, donc ils sont leaders du miel en Italie. Et d'ailleurs, une petite pensée pour l'Italie, une petite pensée très sincère pour eux. Après, ça a été la confiture. Ils sont leaders de la confiture aussi qui a débarqué en France, Fior di Frutta. Je vous invite à la découvrir, elle est très, très, très bonne et naturelle. Et depuis une bonne décennie, la pâte à tartiner, qui a un franc succès puisqu'elle se hisse au deuxième rang, juste derrière le leader. Et c'est vrai que c'est des produits de qualité qui ont su séduire des millions de familles en Italie et maintenant pas que, à travers le monde. Et surtout, gros succès en France. Et en ce moment, retour du bio. Vous l'avez tous lu, je pense, depuis aussi le confinement. Il y a eu des articles même dans CB News et un peu partout. Gros retour du bio. On va parler de conscience et donner du sens à la marque au fur et à mesure du webinar. Et c'est vrai que ce succès, il est dicté, en tout cas par l'entreprise, pour un amour de l'environnement. C'est une marque qui travaille dans et avec la nature. Et elle a choisi le bio sans compromis. Et cela signifie croire à un futur meilleur pour les générations. On va parler de génération aussi, on en a déjà parlé. Vous vous rappelez la génération Z et on fait quoi si on revient à la génération A après. Donc pour un futur meilleur, durable, pour les consommateurs d'aujourd'hui et les générations de demain. D'ailleurs, la marque a été élue marque agroalimentaire avec nous, marque agroalimentaire de l'année il y a quelques mois. Et maintenant, je vais vous parler un peu. Laurent, il a donné nos 3 convictions juste avant, vous vous rappelez. Il y avait 3 convictions fortes. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir une belle entreprise. On a appliqué dans notre stratégie
publicitaire et social, on a appliqué ça. Donc c'est vrai que, alors si on reprend les convictions, la communauté, le nouveau média, on a créé depuis 1 an et demi une réelle communauté. Alors pas la course aux fans, hein, mais une réelle communauté engagée, passionnée, consciente, qui grandit, dont on est franchement ravi de cette belle communauté. Après, Laurent a parlé de la conviction, de l'expérience et le nouveau positionnement. On leur fait vivre des expériences et une expérience d'ailleurs en ce moment qui démarre. On fait des live expériences, vous savez, sur Instagram. On fait, ça a fleuri pendant le confinement, les lives. On fait des live expériences avec des influenceurs. Donc toutes les semaines sur l'IGTV et sur l'Insta de l'influenceur. On a 2 influenceurs par semaine et on prend la parole auprès de notre communauté qui est fortement demandeuse, parce que vous avez vu que le food à la maison, bon, ça occupe évidemment les petits et les grands, mais ça s'est pas mal développé. On a lancé aussi depuis un petit moment, mais en ce moment, on est fortement en télé sur TF1 et M6. On a lancé une campagne et pour ceux qui l'ont vu, on a mis un orang-outan. Un orang-outan en peluche, un orang-outan géant dans les bras d'un enfant pour penser aussi aux générations futures. Et on a souligné cette campagne en disant évidemment qu'on était bio et sans huile de palme. Et c'est une opération qui d'ailleurs démarre et qui est encapsulée. On a encore encapsulé l'émission, vous savez, de Cyril Lignac qui fait un gros carton là, en ce moment. Et donc on démarre une opération spéciale autour de cette émission expérientielle, aussi une émission d'un nouveau genre très intéressante. Enfin, la conviction, le partage de l'usage et la nouvelle notoriété. Et d'ailleurs, on initie en cette période des challenges recettes. Donc tous les jours, à l'heure du goûter, on fait des recettes, on fait des challenges de recettes avec les familles, avec les petits et les grands, les gaufres, les crêpes. Voilà, il faut bien s'occuper, on est tous d'accord. Et ça, c'est pour préserver, enrichir le lien qu'on a développé avec cette communauté. Et enfin, moi, je voulais terminer et conclure sur ce cas par dire qu'on est ravis. On a signé un partenariat fort de sens avec Good Planet, l'association de Yann Arthus Bertrand. Et on a été jusqu'au bout de manière complète de notre démarche. Et c'est vrai que c'est un cas dont on est fier quand on a cherché le cas qui faisait sens. On aurait pu prendre des très grandes marques dont on s'occupe, mais notre Cholata, c'est un peu David face à Goliath, mais qui commence à se développer fortement et je pense qu'elle a énormément d'avenir. À mon avis, on sera tous d'accord là-dessus. Je vais conclure le chapitre par ce mot. Encore un mot hybride, propagateur. Alors à chaque fois, Conceptory, on mixe. Pourquoi propagateur? Pour propager et pour auteur. Notre métier, c'est d'écrire des histoires, de conceptualiser et de propager l'histoire des marques, comme celle que je viens de vous raconter. C'est de donner avec du conseil, quand on nous le permet, de la valeur ajoutée. Et il y a aussi le côté auteur, mais là, auteur avec un H, de donner de la hauteur intrinsèque à la marque. La marque, elle doit être propagateuse, c'est-à-dire que si on reprend nos convictions avant de finir, elle doit être capable d'emmener sa communauté, de lui faire vivre une expérience et de lui faire partager son usage. Voilà. Très bien, merci Mickaël. On aime beaucoup, personnellement j'aime beaucoup ces nouveaux mots que vous créez, ils sont très parlants et j'espère que pour vous aussi qui assistez à ce webinaire, elles vont pouvoir vous faire un petit peu nourrir en tout cas votre réflexion. Alors moi j'ai une question parce que dans la présentation, l'invitation à ce webinaire, vous avez glissé 2 termes que je trouve assez intéressants et qui suscitent beaucoup d'interrogations. C'est les notions de social devotion et social recession. Alors Laurent, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière ces deux concepts justement? Ce qui se cache derrière ces 2 concepts, c'est entre le constat atterré et le coup de gueule. Et en fait,
En gros, parler de social devotion, c'est dire bienvenue dans un monde Facebook. Et là, en fait, je vais essayer de vous faire part de l'analyse que j'ai pu faire et que nous avons pu faire de ça. Et puis, la social recession, c'est l'inverse, c'est bienvenue dans un monde post-Facebook. C'est-à-dire qu'en gros, les évolutions des pratiques des réseaux sociaux nous poussent à quand même à remettre en question toutes ces choses-là. Donc, si on parle de... Excusez-moi, je slide, voilà. Si on parle de monde Facebook, c'est quoi? C'est un monde formidable dans lequel une plateforme très intelligente, une plateforme technique à la base, hein, a réussi l'exploit de faire payer des marques pour le développement de son usage. Et ça, c'est la grande époque de la recherche de fans à n'importe quel prix. Je pense que quelques personnes qui sont sur cette conférence l'ont vécu comme moi. On nous a dit, il me faut du fan, il me faut du fan. Et en vérité, sans vraiment savoir ce qu'on allait en faire, si ce n'est que effectivement, on avait la promesse de Facebook de pouvoir parler à ses fans gratuitement, puisqu'en fait on les avait acquis, et c'était le fameux système du reach organique, sans, cela dit, avec une non-transparence absolue sur l'EdgeRank, sur le fameux algorithme qui permet la distribution des messages. Donc c'était cette formidable époque. Et puis en plus, on a proclamé auprès d'annonceurs et d'agences un peu naïfs, je dois le dire, l'avènement du marketing conversationnel. Alors c'est formidable d'avoir des conversations, qu'une marque ait des conversations avec ses clients, c'est absolument formidable. Alors d'abord, ça existait auparavant dans d'autres techniques du monde de la com, notamment le CRM, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais en gros, pardon, cette idée de c'est nouveau, on fait confiance, etc., c'est ça qui a généré, en fait, qui a drivé la social devotion. C'est un usage un petit peu aveugle par les agences et les annonceurs d'une plateforme, et encore une fois, avec un niveau d'exigence par rapport aux médias bien inférieur à tous les autres. Alors, en l'occurrence, c'était totalement unfair pour les autres médias, puisque en gros, ce qu'on demande d'habitude à un média, c'est savoir combien je paye, quelle va être exactement mon audience, etc. C'était beaucoup plus compliqué, avec, en l'occurrence, avec Facebook. Et au-delà de profiter avant tout à Facebook, cette dévotion quasi religieuse a provoqué des effets de bord dans la pratique de notre métier. Et je veux parler là de la surabondance de communication. Une surenchère de postes, et moi j'ai entendu des poncifs ou des espèces d'affirmations quasiment dogmatiques. Vous comprenez, il faut maintenir un niveau d'engagement suffisant, c'est organique, ça coûte rien, il faut X postes par semaine parce que sinon on n'a pas la bonne pression. Et donc du coup là-dedans il y a effectivement il y a la nécessité de parler à sa communauté à partir du moment où on l'a effectivement, mais il y a aussi un peu une surenchère dont on peut, enfin, qui a quand même globalement permis à beaucoup de gens de faire du volume. Et là, encore une fois, sur le dos des annonceurs. Alors, les annonceurs, ils ont été un peu complices, entre guillemets, de cette dérive, mais en l'occurrence, ça a été un petit peu drivé par les agences. Donc ça, c'est la social devotion. C'est-à-dire qu'on va à corps perdu dans un truc nouveau qui effectivement semble intéressant, mais sur lequel on n'a pas suffisamment pris le temps de réfléchir, on n'a pas forcément suffisamment été exigeant en termes de compréhension du système. Pour la petite histoire, l'image que vous voyez, c'est tiré du film 1984 Apple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui reprenait Orwell 1984. Et la deuxième image, c'est celle qui va illustrer pour le coup la social recession. C'était justement la fille qui venait avec son marteau briser l'écran. Donc, social recession, c'est quoi? C'est dire bienvenue dans un monde post-Facebook. Alors, ce monde post-Facebook, l'après-Facebook, il est déjà, enfin, Facebook dans son acception initiale, hein, il a été initié par Facebook lui-même, qui, en changeant les règles de son algorithme, en son avantage évidemment, et pour imposer son nouveau modèle économique, nous oblige à reconsidérer nos pratiques. En fait, après avoir fait les louanges du marketing conversationnel et de l'engagement organique, Facebook déclare, mais droit dans ses bottes, hein, sans aucun problème, non mais l'engagement, c'est pas super maintenant, ce qu'il faut, c'est faire du reach. Le problème, c'est qu'entre-temps, une fois qu'il a dit ça, ils ont changé l'EdgeRank, et que finalement, maintenant, pour faire du reach, il faut payer. Donc c'est super, c'est formidable, hein, mais c'est pas bête, hein, on réduit la portée organique à 0 et on fait évoluer l'EdgeRank et on dit aux gens qu'il faut maintenant payer pour parler à leur cible. Donc sponsoriser toute prise de parole pour s'adresser à ces cibles, pour moi ça s'appelle du média, c'est du bon vieux média comme avant. C'est en gros Facebook, c'est comme TF1. Je suis un peu provoquant en disant ça. C'est pas tout à fait ça, mais on est là-dedans. Et de ce fait, Facebook, c'est un social media de masse qui est de moins en moins social et de plus en plus de masse. Donc ça, c'est le constat. Et qu'est-ce que nous, on doit en tirer comme conséquence? Et bien, je pense qu'on doit en tirer
deux conséquences massives. Mhm. C'est on doit plus que jamais fusionner deux pratiques de nos métiers. Et en l'occurrence, la première pratique, c'est des logiques publicitaires qui doivent s'imposer à la communication sociale. Ça veut dire que à partir du moment où c'est payant, à partir du moment où on n'est plus dans une always on, enfin, cette espèce de flux continu qui malgré tout coûte de l'argent, et ben, si non seulement pour le produire ça coûte de l'argent et pour le diffuser ça coûte de l'argent, il est temps de réfléchir à réduire la voilure, à réduire le volume pour travailler sur de la qualité, sur de la création, sur un principe de campagne. Le mot campagne, il existe depuis longtemps, et y compris dans l'univers militaire. On a un objectif très précis, on définit cet objectif, on met en place une stratégie et une tactique, et ça fonctionne. Donc on doit continuer évidemment des petits flux continus parce que voilà, il y a cette pratique qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, mais réfléchissons à nouveau en campagne. La conséquence de ça, c'est qu'on doit travailler plus sur des concepts que sur des contenus. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les agences, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs aussi. Ça veut dire que ça nous oblige à faire des efforts de créativité. C'est-à-dire que les contenus, ça ne doit pas être simple post où on raconte un truc vraiment assez inafin. Je suis un peu critique, mais il y a quand même la vaste majorité des posts qui ne sont pas très très intéressants. Et je préfère avoir de temps en temps une bonne campagne qu'un flux continu de choses pas sympas ou voilà, pas bien travaillées. Et puis la troisième conséquence donc, de ce monde de la publicité ou du publicitaire qui doit s'imposer entre guillemets à la pratique sociale, c'est qu'il faut qu'on assume le transactionnel. On fait un métier business. C'est super le conversationnel, mais le conversationnel, il doit avoir un rôle de transaction, il doit générer un engagement, mais l'engagement, il peut être transactionnel, militant. Il faut que derrière, il y ait une action, il se passe quelque chose, et on n'est pas simplement dans un principe. Mais en même temps, et ça c'est la deuxième partie, il y a des pratiques sociales qui doivent redéfinir les normes publicitaires, parce qu'on ne peut pas, comme on le disait depuis le début de cette conférence, on ne peut pas faire comme si le monde n'avait pas changé. Donc, euh, dans les années d'avant, on parlait d'expérience de marque. Bah, aujourd'hui, on parle d'expérience de la marque. C'est pas grand-chose hein, de passer de marque à de la marque. Et la marque, c'est du concret, c'est la vie réelle, c'est effectivement ce que la marque va pouvoir me procurer comme expérience très concrète. Et c'est pas simplement un concept un peu éthéré d'expérience de marque. Bien évidemment, on est dans un engagement horizontal par rapport à une communication très top-down. Et donc ça, c'est le principe de la communauté qu'on évoquait tout à l'heure. Et un point extrêmement important, c'est qu'on doit être dans un système dynamique et pas dans un objet statique. Une campagne, ça peut être un objet. Un système dynamique, c'est le point de départ vers, encore une fois, une transaction, une interaction, quelle qu'elle soit, avec les consommateurs. Voilà en deux mots comment on peut résumer social recession, social devotion et les impacts que nous, on doit en tirer pour nos pratiques quotidiennes. Très bien. Écoutez, merci. C'est très intéressant et je regarde un petit peu le flux du chat, des commentaires, des questions que soulève un peu cette présentation. On se rend compte qu'il y a deux choses qui se dégagent, hein. C'est le rôle, enfin, l'idée qu'il va falloir sérieusement et une bonne fois pour toutes essayer de revaloriser le travail des agences et je dirais améliorer finalement le lien entre agence et annonceur. Et d'autre part, ce qui vient directement par rapport à ce qui vient être dit sur cette notion de social recession, la façon dont peut-être aujourd'hui les marques et les annonceurs ont foncé un peu tête baissée en délaissant un peu le rôle conseil des agences sur les médias sociaux, en délaissant les investissements médias un peu stratégiques, un peu tactiques et bien pensés pour essayer justement de faire du reach ou alors la quête de fans sur les réseaux sociaux. Ouais, encore une fois hein, je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux ne servent à rien, ne sont pas bien. Je dis juste qu'il faut les considérer comme un média à part entière et les traiter comme un média à part entière. Et en l'occurrence, les agences, médias et créatives, elles ont une opportunité de reprendre du poil de la bête et de réexpliquer à leurs clients que voilà la meilleure articulation possible. Voilà, mais encore une fois, une articulation à l'aune d'un objectif, d'un budget, d'un KPI, et pas simplement avec une espèce de vision aveuglée. Et tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement les annonceurs se sont aveuglés, mais les agences sont complices. Il y a des agences qui étaient aveuglées par naïveté, puis il y a des agences, on va se dire les choses, qui peuvent par cynisme avoir prêté leur contribution aux intérêts de Facebook parce qu'indirectement, elles recueillaient des miettes. Voilà, donc, alors quand je parle de Facebook, oui, j'ai oublié de le dire, c'est globalement, bon, c'est le plus vaste des réseaux sociaux, mais ce que je raconte, c'est à peu près valable pour l'ensemble des réseaux sociaux. Donc on a pris Facebook comme le symbole de cette petite
de ce petit coup de gueule. Mais voilà, donc il y a effectivement, mais comme disait Obi-Wan Kenobi, qui est le fou, celui qui le suit. Ouais. Voilà. Alors, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais vous, Conceptori, qu'est-ce que concrètement vous proposez et quelle ligne directrice vous donnez, vous, justement, aux marques et aux clients? Moi, je leur conseille, mais je pense que c'est ce qui se dégage hein, de tout le déroulé. Je leur conseille, la sincérité. Mm. Et on parle de sens hein, en ce moment, plus que jamais. Je crois que ça passera plus. Voilà, hein. On n'a pas le temps et ça passera plus. Et je leur conseille l'action. Donc la sincérité avec action. Donc effectivement, ça a été repris là dernièrement. On a vu hein, passer du storytelling, et l'agence connaît bien hein, Conceptory Story. Hein, donc passer du storytelling au story doing dans le doing. Donc c'est vrai qu'on est rentré là dans le monde de la preuve, d'une démonstration tangible de ce que la marque promet, le besoin d'actes concrets. D'ailleurs, Nicolas Bordas, TBW, en parlait la semaine dernière. On est passé, il y avait le brand content. Vous vous rappelez, on nous a parlé énormément de brand content, très basique-basique. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut qu'on prenne la parole. Aujourd'hui, tu prends la parole que si tu as un truc à dire. Donc, pas opportuniste, mais opportun. Et on veut des brands marques, de la brand equity, de la brand utility. Donc, on veut des marques qui ont du sens. Et la démonstration de la proposition de valeur de la marque, elle doit se faire par la création d'une expérience concrète. Laurent parlait tout à l'heure, dans l'univers des startups, il y a cette idée d'approche aussi servicielle. Bien sûr, en se basant sur le manifeste, je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs de marques qui nous écoutent, donc la fameuse Bible de marque, mais il faut passer du manifeste au manifère. C'est ça qui compte. On ne va pas se raconter des salades et des histoires. Le telling suffit plus comme avant, donc c'est le doing qui compte, c'est ce que je viens de vous dire. Et la marque, elle doit être engagée, au moins auprès de sa communauté, et elle doit se rendre plus que jamais désirable sur le plan éthique, afin d'apporter euh, évidemment de la transparence. La transparence. Je vais finir par, comme d'habitude, hein, je suis l'homme qui clôt les chapitres. Je vais finir par un. Je sais que vous avez bien aimé mes petits mots. Alors, visionaute. Pourquoi visionaute? Pour conclure, alors pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pour vision, c'est pour navigation, c'est-à-dire dans le domaine du nautisme. Et évidemment, il y a un clin d'œil à l'internaute. Pourquoi navigation? Navigation parce qu'on est tous dans le même bateau, comme a dit Laurent tout à l'heure. Et c'est quoi notre vocation? J'ai vu des messages passer, je suis d'accord avec vous, Tanguy, sur la relation agence-annonceur et le besoin de conseil. Et on essaye évidemment de conseiller au mieux dans une relation win-win, intelligente, et pour que le 1 plus 1 égale 3. Donc notre vocation, moi je le redis, c'est d'écrire, de conceptualiser, d'avoir une vision pour les marques. Mais la marque aussi doit avoir sa propre vision à nos côtés, et on doit construire en co-création. Mais c'est également une vision qu'on doit avoir, nous, sur la manière de faire notre métier. C'est ce qu'on a essayé d'insuffler avec Laurent dans ce webinaire, de comprendre où il va, comment, en le faisant évoluer, servir au mieux les intérêts de nos clients. On est dans un monde complexe, plus que jamais, et il faut également accepter, d'où l'idée de navigation, il faut accepter de naviguer à vue. Naviguer à vue. Là, la période, c'est exactement ce qui va se passer. On va devoir naviguer à vue, mais avec une bonne boussole. Et la bonne boussole, je pense que c'est les agences, et de bons réflexes. Donc, le conseil que je donnerais, c'est de travailler son agilité. Très bien. Alors, on s'approche, on a un petit peu dépassé le temps même prévu de la conférence, mais c'est pas très grave. Avant peut-être d'attaquer le jeu des questions-réponses, et pour libérer ceux qui ont des obligations, est-ce que vous pouvez nous donner quand même un petit peu, peut-être en deux mots, les deux choses que vous souhaiteriez que les gens qui participent à ce webinaire retiennent après vous avoir écouté, qu'ils puissent avoir les idées claires d'ici le 11 mai et après?
Écoutez, le premier conseil, c'est appropriez-vous le monde post-digital et le monde post-Facebook. Donc, si j'espère avoir été à peu près clair sur ce que ça voulait dire, ça veut dire qu'effectivement, le monde post-digital, c'est un monde dans lequel il y a des nouvelles attentes et des nouveaux comportements consommateurs qu'il faut absolument intégrer. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure sur la continuité d'expérience, sur toutes ces nouvelles normalités qu'il s'agit de mettre au cœur de vos propositions de valeur, y compris marketing, à travers une approche servicielle. On a plein d'exemples qui montrent que c'est possible de s'approprier cette façon de faire et cette pensée du monde nouveau et du monde notamment des startups. Et bien évidemment, réfléchissez à l'usage qu'on doit faire ensemble des réseaux sociaux et ce fameux monde post-Facebook qui, encore une fois, remet la création, le conseil, l'articulation de beaucoup de moyens au cœur des enjeux marketing, avec évidemment toujours cette idée d'impact économique, parce qu'il faut que le marketing retrouve son impact auprès des directions générales, sinon on va pas s'en sortir. Le deuxième conseil, en fait, c'est pratiquer le fast-fail. Le fast-fail, c'est encore une fois un concept qui vient du monde des startups. C'est pas grave de se tromper à condition qu'on le fasse vite. Le pire, c'est un, de rien faire, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, et deux, c'est de ne pas réaliser qu'on va dans le mauvais chemin. Donc ça veut dire qu'il faut oser, qu'il faut douter, qu'il faut accepter de se tromper, y compris accepter que son agence parfois puisse se tromper, mais avec encore une fois sincérité, énergie et vision très positive, mais en tout cas le faire très très rapidement. Voilà, c'est les deux petits euh, conseils qu'on peut essayer de donner à l'issue de cette intervention. Très bien. Je crois que vous avez deux petites formules personnelles, chacun qui se complètent l'une et Oui, l'autre. ouais, parce qu'en fait, on savait pas comment conclure et finalement, de manière très drôle, on est arrivés tous les deux avec la même formule et simplement, c'est pas le même moteur. Donc, du côté de Michael, c'est Mark Twain qui dit la meilleure façon d'avancer, c'est de commencer. Et moi, c'est plutôt General Patton, la meilleure façon de commencer, c'est de commencer. Donc, c'était un petit clin d'œil, mais effectivement, qui exprime bien aussi nos deux personnalités. Voilà. Bon, bah, écoutez, si l'important c'est d'être dans les dynamiques, j'espère qu'elle va pouvoir s'amorcer et pas juste après justement le discours que vous venez de tenir, mais on sent bien de toute façon à travers les différents témoignages qu'on peut lire ici et là, encore une fois, dans les médias, qu'il y a une réelle prise de conscience qu'on ne peut plus finalement se contenter de non-réponses, qu'on soit du côté agence ou du côté annonceur. Malgré tout, la grande difficulté va être de réussir à ce que tout le monde s'entende sur cette urgence et ce besoin de se transformer. On sait bien que c'est très compliqué de marier les deux urgences, à côté agence et annonceur. On le voit bien dans les commentaires des chats pendant la conférence que c'est des sujets qui préoccupent beaucoup de monde. Ce que je vous propose justement, c'est peut-être de finir. On a un petit peu moins de 10 minutes avec les petites questions-réponses. Merci à tous d'avoir en tout cas pu nous suivre et à Mickaël et à Laurent de nous avoir éclairé sur leur réflexion et la stratégie qu'ils souhaitent insuffler pour redémarrer. J'invite tous ceux qui n'ont pas le temps de participer aux questions-réponses d'aller sur le site de Conceptory, de découvrir un peu l'agence si vous ne la connaissez pas, ou alors pourquoi pas de prendre contact aussi avec les équipes de CB News si vous souhaitez approfondir un peu ce qui a été dit aujourd'hui. On va démarrer peut-être avec une première question que je trouvais intéressante qui concerne en fait le lien entre agence et annonceur. Je vous la publie pour que tout le monde la voie. Hein. Comment expliquer que les marques ont coupé énormément des budgets médias et investi en créativité sur les réseaux sociaux, comme si les réseaux sociaux étaient les seules plateformes qui maintenaient le lien entre marques et consommateurs. Intéressante cette question, effectivement, parce que là, on touche à l'achat média, c'est-à-dire qu'il y a on parlait un peu d'aveuglement tout à l'heure, mais on en est un peu là. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu les gens ont un peu foncé de façon un peu brutale sur les réseaux sociaux? Alors, tout d'abord, Cyril, merci pour cette question. Heureusement que je connais bien Cyril, c'est Bien sûr. un vieux camarade de route. Donc, merci pour la question, Cyril. Écoutez, pardon, je vais rester sur le vouvoiement. D'abord, je pense qu'il y a quand même un phénomène purement économique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on passe dans des zones d'inquiétude comme celle qu'on est en train de vivre, et encore une fois, rappelez-vous le chiffre qu'a montré tout à l'heure Michael, hein, on avait moins 2% de croissance du PIB, moins 8% de croissance des investissements médias.
les prévisions sont quand même très très alarmistes. Il va y avoir des dégâts, des morts. Donc encore une fois, le premier réflexe d'un DG va te dire à son directeur marketing, montre-moi ton budget publicitaire, coupe-moi les grosses vagues. Voilà. Donc déjà en termes de proportion, parce qu'on sait que en gros le digital, ça représente au dernier chiffre 2019 20% des investissements publicitaires français. Le social, si on enlève le search, etc., va représenter à peu près 30 à 35%. Donc finalement, on est en train de parler de 6%. Le social, c'est 6% des dépenses publicitaires, en vérité. Enfin, peut-être un peu plus. Un J'ai peu pas les plus quand chiffres même. très précis, mais bon, mais peut-être une dizaine de pourcents. En l'occurrence, on va couper la télé qui représente 25% des investissements, les grands médias, c'est facile à faire. Et puis effectivement, on se dit finalement, dans cette période de crise, on a une proximité, un chuchotement. C'est les marques qui chuchotent à l'oreille de leur communauté. Ça peut faire du sens, encore une fois, et ça peut expliquer effectivement que les marques décident de couper les grands médias au profit des réseaux sociaux. Mais encore une fois, si on reprend l'analyse qu'on a fait de tout ça, finalement, ça va revenir à une question économique. C'est combien ça me coûte d'engager ou de générer une préférence de marque ou une préférence sur un service à travers un réseau social ou à travers une campagne télé. C'est ça qui va finir par arriver au final. Enfin, c'est ce que j'espère en tout cas. C'est qu'on réfléchisse en termes d'objectifs et d'investissement. Très bien. Alors j'ai une autre question qui est également intéressante. On réagit par rapport à l'exposé qui vient d'être fait. Effectivement, on aurait pu écouter ce discours il y a 3 mois, 2 ans, comme si c'était un discours en continu, hein, mais on parle du monde d'après, après quoi, et quelle est la nouvelle responsabilité des entreprises et comment les marques l'expriment. On sent bien qu'il y a une prise de conscience du côté des marques de dépasser leur seule préoccupation commerciale. Mais est-ce que comment faire en sorte finalement que cette accélération puisse aboutir sur des actions, on va dire, sincères, véritablement, et pas opportunistes, quoi. Si je peux me permettre d'intervenir, il y a deux sujets en fait. Oui, je suis d'accord que ce qu'on est en train de se dire, de toutes les façons, ce qu'on est en train de se dire peut être décalé par rapport à l'ère du temps. On vient à un moment quand même très compliqué. Et nous, encore une fois, avec un peu de modestie et beaucoup d'énergie, on essaie de trouver des solutions. Donc en l'occurrence, on n'est pas trop rentré dans cet aspect des choses, mais c'est vrai qu'en tant que tel, si on veut vraiment aller jusqu'au bout de notre démarche, il faut qu'on comprenne qu'on doit aujourd'hui être capable de réconcilier efficacité économique et efficacité éthique. C'est indispensable. Et en l'occurrence, ce n'est pas un sujet de communication, ça c'est un sujet d'offre. C'est un sujet qui concerne les annonceurs eux-mêmes. Et la bonne nouvelle dans tout ça, si on le regarde si on regarde les dysfonctionnements ou les choses que les gens sont plus prêts à accepter, ou la gabegie, ou tout ça, bah, si on arrive à le regarder comme un potentiel business, on peut ensuite aller chercher de la technologie, des modèles économiques qui permettent de créer des solutions. Je prends un exemple tout bête. Si on dénonce la problématique de la consommation d'eau dans la consommation de viande bovine, bon, bah, il y a des gens qui inventent de la viande bovine sans bœuf. Voilà. Donc ça, c'est un exemple un peu caricatural. Mais c'est pour montrer que la réponse à l'ère du temps, aux problématiques éthiques, elle vient de l'entreprise, du produit et de la réconciliation, encore une fois, de l'efficience éthique et de l'efficience économique. Ça, c'est indiscutable, mais c'est une problématique d'annonceur. Nous, ce qu'on peut faire, c'est ramener des insights, ramener des focus sur des dysfonctionnements, c'est participer à cette réflexion produit pour justement trouver des solutions qui vont aller dans la dimension servicielle que j'évoquais, qui va générer de l'engagement, qui va générer du partage socialisé, etc. etc. Donc en vérité, le vrai sujet, c'est comment on peut revenir à l'essence même de notre métier qui est de faire préférer. Faire préférer, c'est faire préférer par l'usage et par la propagation de l'usage, c'est la nouvelle norme. Donc si on veut faire notre métier, il faut qu'on remonte sur l'usage. Mais c'est presque un deuxième sujet de conférence. Ouais, mais je voudrais juste compléter ce que vient de dire Laurent. Ça doit être aussi la réconciliation agence-annonceur. C'est-à-dire que on n'est pas simplement un prestataire. On parlait de conseil, j'ai vu des questions, vous avez dû les voir, Tanguy, les remarques. Le conseil, il y a eu beaucoup de remarques sur la notion de conseil des agences. Et on est plus que ça même. En fait, si on se dit la vérité, ce qu'on pense fondamentalement, c'est qu'on est des vrais partenaires business. Aujourd'hui, on voit des annonceurs, moi je vois nos clients qui attendent des réponses qui sont bien plus qu'un travail de communicant.
mais qui sont vraiment des vraies discussions de partenaires business. Et ça peut même aller, puisqu'on a déjà des premiers clients, annonceurs, qui nous demandent pourquoi pas de leur trouver des rapprochements, des partenaires stratégiques avec des startups. Par exemple, je vous donne un exemple parce que je ne peux pas parler de mes clients, mais on a vu l'entreprise Seb, voilà, Seb l'électroménager, quand ils vont racheter 750 grammes à Webedia. C'est intéressant au niveau repositionnement, au niveau data, au niveau reconversion. Donc, la clé, effectivement, mais c'est peut-être une deuxième conférence, comme disait Laurent, c'est d'aller beaucoup plus loin. Et il y a des pratiques. On a donné des clés pendant le webinaire. Il faut les reprendre, mais le fast fail, c'est de travailler en mode aussi agile startup, main dans la main avec son agence. Très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on arrive un petit peu au bout du temps, parce que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Moi, je vous propose d'arrêter cette conférence-là. Bien entendu, tous ceux qui nous regardent, si vous avez des questions ou des envies de poursuivre la discussion, je vous invite à prendre contact avec Mickaël et Laurent directement. En allant sur le site de Azange, vous avez toutes les coordonnées, bien sûr. J'espère que vous avez passé un moment agréable, instructif, et que vous allez On espère. on espère. Nous, on va pouvoir débriefer de notre côté. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire votre propre commentaire via les messages adressés directement à l'agence ou à CB News. Merci aux équipes de CB qui ont permis techniquement la réalisation de ce webinaire. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Essayons d'être optimistes malgré l'incertitude vers laquelle on se dirige. Et je dirais que de toute façon, nous pourrons juger que sur pièce et bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, toutes les bonnes pensées et les bonnes actions que nous avons souhaité vous faire partager ici. En tout cas, Merci. je voulais te dire un dernier mot avant de vous quitter. Je voulais dire un dernier mot, une pensée quand même, parce qu'on parlait de créativité et de l'amour de notre métier. On a avec CB News, donc une pensée à Christian Blachas, voilà, qui a fait beaucoup de bien pour notre profession, et je crois que c'était l'occasion jamais de le redire. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'ils voient tout ça de là-haut, mais c'est très bien. Merci à tous. Je ferme la session et écoutez, bon courage et tâchons de revenir tous ensemble le plus dans les meilleurs états d'esprit possibles. À bientôt.